Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Bienvenue dans Zigzag Café. Zigzag Café, je vous le rappelle, toute cette semaine consacrée à Herman Potigna, lequel est parti il y a plus de 40 ans à Madagascar. Aujourd'hui, on va savoir pourquoi il est parti, quelles sont les idées qui ont conduit sa vie. Pour vous aider, je vous parlerai de la Fédération libertaire des montagnes, des éditions du Canevas, de l'Espace Noir, Centre culturel à Saint-Imier. J'ai l'impression que déjà là, vous avez des pistes. Il sera largement question dans ce journal d'anarchisme avec André Beuziguer qui est avec nous. André Beuziguer, membre du mouvement anarchiste, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Souvenir d'un rebelle », paru aux éditions du Canevas. Maurice Borne, qui est avec nous, qui lui s'est énormément occupé de toutes ces questions. C'est l'homme de la défense de l'anarchisme dans le Jura, le souvenir, la mémoire, à travers différents textes, et notamment ceux qui concernent Bakounine. Pas le seul, hein. Oh, vous n'êtes pas le seul, je sais bien que vous n'êtes pas le seul. Et puis Michel Lemitz, qui est là, qui est responsable du centre culturel dont je parlais tout à l'heure, à savoir Espace Noir, à Saint-Imier, qui est également très attentif et très participant à ces mouvements. C'est donc vous dire que c'est un privilège d'avoir une occasion de parler de cela. Moi, j'aimerais qu'on commence quand même l'émission par ce qui est, au fond, aujourd'hui, l'image d'actualité. C'est le départ, tout à l'heure, de Bertrand Piccard. Regardez cette image, tout ça pour vous dire... que le départ de cet énorme ballon, cette rosière, qui est parti pour le tour du monde. On lui souhaite bon vent, on lui souhaite bonne chance. C'est un moment très très fort et en principe on devrait pouvoir obtenir des images assez rapidement grâce aux caméras qui sont placées. Là on voit la cabine. Voilà, ça c'était ce matin, c'est le départ de Bertrand Piccard. Tout ça pour vous dire qu'actuellement, du côté de Villeneuve, peut-être déjà du côté de la région du Mont-Blanc, il vous faut regarder parce que le ballon va passer tout à l'heure. On vous tiendra au courant tout au cours de l'émission s'il y avait la moindre information importante à propos du voyage. Mais comme de toute façon, avec les personnes qui sont autour de la table, on va parler d'autres aventures, d'autres formes d'engagement, ça, c'en est quand même une, Herman. Vous étiez frappé par ces images ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre? Bah oui, c'est une expérience à faire. Moi, je pourrais pas monter là-dedans, mais enfin... Vous n'aimeriez pas y être, manifestement. Non, je préfère le plancher des vaches. C'est un peu plus sûr. André Beuziguer, ça vous impressionne, ce genre de choses? Oui, parce que je me souviens, moi, qu'on n'avait pas d'aviation, on avait des ballons. Oui. Et alors, à cette époque-là, tout le monde sortait de l'appartement pour aller voir les ballons qui se promenaient dans l'air. C'était formidable, c'était très intéressant. Zeppelin. Zeppelin, oui. En tout cas, on va continuer à suivre ce qui se passe naturellement. On peut déjà vous signaler qu'au retour de Bertrand Piccard, nous consacrerons une semaine à ce qui est la dynastie des Piccard, à savoir Auguste, Jacques et Bertrand Piccard, en souhaitant que ce vol, naturellement, se passe bien. Alors, Alex, on va retourner à Madagascar, puisque André Beuziguer, bien sûr. Non, mais Monsieur Potigna... Et tout le monde souhaite aller un peu à Madagascar, à la rencontre du terrain d'Herman, parce qu'il s'y passe des drôles de choses. L'heure de l'apéro, l'heure de Zigzag Café du côté de Madagascar, c'est une étrange chose. On a dit qu'il faisait assez sec, en particulier dans le sud-ouest, mais enfin il ne fait pas sec tout le temps. Il y a certaines heures où c'est légèrement plus humide et où d'une certaine manière, grâce aux origines jurassiennes, on replonge quasiment dans une cérémonie religieuse et initiatique. Regardez. Il faut préciser quand même, Ah ben regarde, allons. Ouais. Non, ce qu'il faut préciser, c'est que, disons qu'il est légitime ou légal de filmer ce type de choses là-bas. Ça le serait sans doute un petit peu moins ici, d'où l'exotisme. L'objet du crime. Ça sert pas souvent, tu sais. Ouais. Bon, on va lui mettre Bon. Quoi tu verses, et puis moi je présente le bébé. Hein. Tu vas trop vite, hein? Là, tu le fous dedans. Voilà, tu me le passes? Ouais, je peux pas. Allez, à la bonne chaîne, à nos femmes. Au Jura. Allez, à la régie des alcools. Bon, j'ai l'impression qu'on a le sens de l'humour du côté de Madagascar. Voilà. On en profite quand même pour vous présenter
l'autre diamant du lieu. Avec ton homme qui te faisait Simone, la femme d'Herman, on la retrouvera, je pense, par l'image vendredi. Ouais, j'ai l'impression que l'ambiance était bonne, là. Oui, oui. C'est ordinaire, on boit ce genre d'apéritif régulièrement? Voilà, quand on en a, c'est assez rare. Il faut faire de la contrebande à l'envers, tu vois. On en fait quand même. À propos de l'image qu'on a vue, elle a été tournée il y a 2 ans, lorsque nous sommes vus là-bas, et le personnage haut en couleur et en saveur qui partageait celui qui la salue bleue et la fée des verte, Philippe Mignoton, eh c'est un homme qui est parti là-bas et qui était le voisin d'Herman à quelques kilomètres à Tuléa. Il est parti avec femme et enfants pour lancer une entreprise, un élevage d'autruches. Parce qu'au début du siècle, et on parlait d'aventuriers suisses, bon voilà, typiquement, au début du siècle, on élevait l'autruche là-bas, essentiellement pour les plumes et pour la couture. Depuis, on sait que la viande d'autruche est devenue une chose rare parce que exempte de cholestérol, etc. Il y a un certain nombre d'élevages dans le monde. Et là, il y avait un projet. Et malheureusement, Philippe est mort peu de temps après cet enregistrement. Juillet dernier. Ouais, et sa femme a décidé de rester et de continuer cette entreprise. Mais elle cherche maintenant quelqu'un qui soit, si possible, un Suisse, mais en tout cas un aventurier et en même temps un technicien de l'élevage. Alors, le message est lancé. On a un numéro de téléphone. Pourquoi est-ce qu'il faut être Suisse pour élever les autruches? Non, mais simplement, elle nous le dit à nous parce qu'elle vient elle aussi de Suisse, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Alors, appel lancé par Zigzag Café. Oui. Si vous vous intéressez aux autruches, si vous avez envie de vivre à Madagascar et de partager l'apéritif avec Herman, qu'on peut présenter des choses comme ça? Ouais, pas de problème. Alors, vous prenez votre plume. D'accord. Bien sûr, d'autruche. Il y a dans ce public, on ne va pas les interroger parce qu'ils ne souhaitaient pas quand même, mais des membres de la famille d'Herman qui ne vous avaient pas revu depuis 40 ans. C'est possible, Ouais, ça? il y en a de 40 ans. Oui, oui, il y a des gens qui, depuis 40 ans... Elle se cache, ne vous inquiétez pas, vous la verrez pas, mais vous avez une cousine qui ne vous a pas... C'est dire que... Je l'aurais rencontrée dans la rue, je ne l'aurais pas reconnue. Hein, et puis elle non plus. Alors, c'est dire Comment que, c'est, des vieux chenards, Alex, vous êtes retourné dans le Jura avec Herman, peu de temps après son arrivée, c'est le deuxième ou le troisième jour, et que ça ne manque pas de saveur. Eh bien écoutez, on y va, mais on va faire une petite escale, une petite étape tout d'abord à Arnay-sur-Aube, dans le canton de Vaud. C'est sur la route du Jura et vous allez comprendre pourquoi. C'est au petit matin, voici Herman. Et à Arnay-sur-Aube se trouve actuellement sa fille qu'on a reçue ici un jour, Ida. Ida qui fait actuellement un stage de fromagerie car il veut retourner faire des fromages de chèvre à Madagascar. Alors je précise que j'avais l'œil l'œil de caméra un peu indiscret, ça n'est pas une mise en scène, c'est vraiment les retrouvailles après des mois et des mois d'absence et peu de contact. Oui, je viens de travailler. Voilà, Ida qui va retourner bientôt. Alors nous on a repris ensuite la route avec Ida et on est arrivé en Ajoie, on est arrivé à Miécourt. Deuxième retrouvaille avec un personnage que vous avez déjà vu lundi puisqu'elle nous parlait d'Herman, c'est Madeleine Mercet, l'institutrice d'Herman. De descente phonétique, qui n'est pas aussi moribond que cela. Et puis Miécourt où avaient convergé pour l'occasion deux des frères d'Herman. L'un d'entre eux d'ailleurs est ici sur ce plateau aujourd'hui. Voici Jean-Pierre. Ah ben ça c'est pas... Jean-Pierre est la femme de Jean-Pierre. Ils ont eu 2 deuils dans la famille récemment, ce qui explique sans doute les larmes et le pathos. Et autre frère parmi les 3 toujours vivants, Paul. Et puis on l'a dit, les Petitnias, d'abord à Miécourt il y a évidemment un bistrot et il y a aussi un certain nombre de cousins plus ou moins lointains, d'où les retrouvailles et les aventures qu'on se raconte parce qu'on ne s'est pas vu depuis très longtemps, en particulier maintenant avec Joseph, qui est menuisier, c'est ça, hein? Charpentier. Charpentier, oui. Et vous racontez quoi là? Histoire de fou. C'est avec lui qu'on a fait les 400 coups avant, alors forcément. Il y a des choses à se raconter que tu n'as pas pris d'ailleurs, heureusement. Parce que... Ah, moi je suis discret. Faut voir la discrétion, leur chapeau. Herman, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans ce voyage au Jura, quelle impression ça vous fait, vous, de vous retrouver 40 ans plus tard, au fond, on retrouve dans les lieux où vous avez passé votre jeunesse? Oh, c'est stable, hein. Pas dire autre chose. Les gens sont endormis, c'est
C'est un peu partout en Suisse d'ailleurs. Hein. C'est partout en Suisse. Il y a des choses qui se passent, l'union des banques par exemple, ça n'a pas fait de vague. Alors que chez nous, ça en a fait. Je me demande pourquoi. Et parce qu'on est considéré, un Suisse à Madagascar, est considéré comme un banquier. Moi, je n'ai pas un copec dans les poches, mais je suis considéré comme un banquier. Alors ça fait un peu drôle. Hein. Alors, dans le Jura, dans les villes partout, c'est un drame, cette union des banques, toutes ces multinationales qui se réunissent. Ça va faire beaucoup plus de fric chez eux, et puis beaucoup moins chez les ouvriers et chez les travailleurs. C'est ça le résultat. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de réaction. Ça, c'est un drame. Hein. C'est endormi, c'est... D'accord. Ouais. Bon. Une autre image sur laquelle j'aimerais qu'on revienne un petit instant, c'est on vous a vu retrouver votre fille, Ida, qui fait un stage de fromagère. Ouais. Ben, je fabrique du fromage, nous, c'est de la famille, hein, c'est une nouvelle tribu qui s'est créée là-bas. Des petits, hein. Et puis, j'ai fabriqué des fromages depuis très longtemps. D'abord pour ma femme, qui aime beaucoup le fromage. Et puis, on habitait en forêt à cette époque-là, à peu près à 240 km au nord-est, dans la forêt. On avait une exploitation forestière. On est resté là pendant 4 ans. Avec Ida, qui avait toute petite, hein, toute jeune. Avec sa sœur aussi. Le frère n'était pas encore né. Et après, on a commencé là. Et puis après, il y a des copains qui sont venus. Ils disent, où c'est que tu achètes ces fromages? Je dis, c'est pas aux grandes surfaces d'à côté. Hein. Ah non, ça fait loin la grande surface. Il n'y en a même pas. Et puis c'est comme ça que ça s'est connu. Actuellement, on en fabrique avec les possibilités du coin, parce que les chèvres ne sont pas des chèvres laitières. Bien sûr. J'en profite pour dire que j'avais un projet d'insémination artificielle pour mes chèvres, financé par la FAO. Et puis le résultat, c'est 0%. Ça a coûté $100 000. Mais pas à vous. Ah non, pas. Même si j'aurais jamais payé le truc pareil. Alors, retour dans le Jura. Oui, parmi les gens qu'on a rencontrés, mais que vous connaissez déjà depuis lundi, il y a cette merveilleuse institutrice Madeleine Chapuis, devenue Madeleine Mercet. Et alors, elle a fait tout un boulot pour vous de recherche de photos et de généalogie. On l'écoute. Et on vous voit ensemble redécouvrir ce qu'était la photo de classe. Ah, c'est Maurice Chaboudet ici, je l'ai pas reconnu. Et ça, c'est la fille du Dion. Hein? Du Dion, c'est Felpin. Felpin. Oui. Dion. Dion. Ici, c'est Angèle, la fille du Julot. L'Angèle qui est morte il y a 2-3 mois. Ils meurent tous. Mais oui, tu vois. Pauline. Ah ben voilà, on y a. Ici, c'est. On va le retrouver maintenant. Mon oncle. Voilà, Gilbert. Pauline, c'est une Felpin. Germain, c'est un frère ici. Denise. 11 dans la famille. Juliette, voilà Henri. Dans la famille de mon Mon papa. D'accord. Comment ça se fait qu'il n'a pas là? Pétinière, ça je ne connaissais pas. Et Jules est le fils de Louis Stanislas, Stanis, qui avait épousé une Claire Denis d'Azuel. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 familles qui sont vraiment les bourgeois de Miécourt, dont les Petignats. Alors, ils sont très nombreux, il y a plusieurs branches, Petignats. Oh oui. Et puis tout le monde s'entend à merveille. Peut-être. Ils s'entendent pas. Non. Bon, si. La plupart, mais enfin, il y a quelques-uns qui ne s'entendent pas. Ça arrive. On a cru comprendre quand même. Il y avait dans le regard et la réaction de l'institutrice quelque chose d'assez éclairant. Et puis vous êtes tous liés au Jura. Et à cela, il y a une bonne raison. Et c'est une bonne occasion aussi d'en parler. Je crois que le plus simple, c'est de regarder le sujet qui va suivre. C'est là que naît, en 1871, la Fédération jurassienne anarchiste. Retenons simplement que les horlogers jurassiens s'opposent ainsi au centralisme autoritaire que Karl Marx a imposé au sein de la Première Internationale. On ne peut pas parler de la Fédération jurassienne sans évoquer James Guillaume, son principal animateur, même si, par nature, les anarchistes répugnent à se choisir des chefs. Guillaume en est, aux côtés de Constant Meuron, la plus grande figure.
Le théoricien du mouvement vient d'ailleurs. C'est un aristocrate russe, Michel Bakounine, que l'on vient écouter à l'auberge de la Clé. Nous y avons trouvé porte close. Il y a longtemps que le bâtiment est déserté. Dans les faits, l'utopie anarchiste est désarmée face au système autoritaire et centralisateur de Marx. Bakounine rêve d'un monde ouvrier sans chef, un monde libéré des contraintes économiques. Dès lors, le pouvoir n'est pas à prendre, il est à détruire. Alors Maurice Borne, vous êtes avec nous, vous avez consacré beaucoup de temps à l'étude de la Fédération jurassienne, de tout ce mouvement. C'est difficile d'en parler rapidement, mais si vous deviez décrire à grands traits cette période, qu'est-ce qui la caractérise? On peut partir du document, là, et pour dire sur quoi on n'est pas d'accord du tout, alors, parce que c'est une bonne façon d'en parler. Bien sûr. Je pense pas que Bakounine ait apporté la bonne parole et qu'après, les gens de la région se sont mis à faire des choses. Je pense que les gens faisaient des choses. Et Bakounine le dit lui-même. Quand il vient dans le Vallon de Saint-Imier, il découvre des gens qui se sont organisés à la base, qui ont créé des systèmes d'entraide, qui ont créé des coopératives, et qui installent quelque chose qui ressemble à l'idée qu'il se fait, lui, de ce qui deviendra l'anarchisme. Mais je ne crois pas, et Kropotkin, de la même manière, Kropotkin va venir visiter la région, il va dire la même chose, il va dire qu'en arrivant, je ne comprenais pas bien, je repars convaincu, j'ai compris comment ils fonctionnent. À votre avis, pourquoi dans cette région en particulier, il y a ce type de solidarité, cette envie d'un projet différent? Attendez, là c'est une sale question. Mais, je suis désolé. Non, mais vous avez raison de la poser, mais c'est une sale question parce qu'elle va nous entraîner un peu loin. Je vais essayer de resserrer. Allez-y. Je veux dire, je refuse l'idée que ce serait une particularité de ces gens-là. Que tout à coup, dans cette région, il y aurait des gens tellement spéciaux qu'ils auraient inventé un truc que nulle part ailleurs on aurait connu. Ou bien l'idée que ce serait, je ne sais pas quoi, la géographie, ou le climat, ou est-ce que je sais... Tout le genre d'arguments qu'on emploie en général. Je crois que quand on parle d'une région, il ne faut jamais oublier la grande histoire. Il ne faut pas oublier que dans ce moment-là, c'est-à-dire dans la première moitié du siècle, c'est une période de révolution dans toute l'Europe. C'est une période de révolution, et cette période de révolution, elle va envoyer chez nous, dans notre petite région, un nombre incalculable de réfugiés allemands qui vont, depuis 1848, être dans la région, qui vont d'ailleurs être assez bien acceptés, et qui vont y développer des idées. Alors ces idées, plus la pratique des gens de la région, ça donne quelque chose. Mais je ne voudrais pas qu'on pense qu'il y a une espèce d'esprit. Voilà. Est-ce que ça pourrait être lié, par exemple, dans le Jura, à partir du moment où il y a des petites industries familiales dans lesquelles on réfléchit, où les idées circulent? Est-ce que ça peut favoriser? Ça peut évidemment favoriser. C'est vrai que l'horloger du siècle dernier est un type qui travaille en petite formation, entre guillemets. C'est vrai qu'il travaille très souvent chez lui. C'est vrai qu'il est lecteur. On sait qu'il y avait beaucoup de lecteurs. C'est vrai aussi que depuis 1848 et jusqu'au moment de cette création, c'est-à-dire 71, il y avait une quantité énorme de petits journaux. Il y en a un célèbre dont on a retrouvé un ou deux numéros qui s'appelle La Tête de Mort, qui est absolument fantastique, et qui est alors d'une violence rare, et qui circulait, ces journaux-là circulaient dans la région. Donc c'est vrai que toutes ces idées pénétraient dans les ateliers. On va proposer à Herman des images. L'auberge de la Clé, ça vous dit quelque chose, je suppose? André Beziguer. Oui, je connais. L'auberge de la Clé, c'est c'est autogéré. Ouais, et c'était l'endroit où se retrouvaient les anarchistes. Et alors, vous allez voir ce qu'est devenu, accrochez-vous là Herman, vous allez voir ce qu'est devenu l'auberge de la Clé. C'est un extrait du téléjournal de 1996, c'est pas si vieux. C'est dans cette bâtisse que s'est rencontré les ouvriers jurassiens et Michel Bakounine, théoricien de l'anarchisme. Autant dire que c'est en partie d'ici, du restaurant de la Clé, qui sera bientôt démoli par l'armée, que sont partis les idéaux anarchistes qui feront le tour du monde. À Saint-Imier, dont l'hôtel central abrita par ailleurs en 1872 le congrès de fondation de l'internationale anti-autoritaire anarchiste, on se flatte d'être en quelque sorte le berceau de l'anarchisme. Et pour les milieux alternatifs de cette fin du XXe siècle, les idées défendues à Saint-Imier par le russe Bakounine, à savoir l'opposition aussi bien au capitalisme qu'au marxisme pour l'épanouissement d'un prolétariat totalement libre, sont loin d'avoir disparu.
Ces idées-là se retrouvent maintenant même dans d'autres courants. On en retrouve des traces justement dans le courant écologiste, dans le courant socialiste, dans différents courants. On aura revu en mai 68, on l'a revu aussi dans les communautés agraires qui se sont faites dans l'après 68. Au terme du cours de répétition de cette troupe de protection aérienne, il ne restera plus rien du restaurant dans lequel des travailleurs furent enivrés par l'idéal d'une société sans pouvoir politique. Si aujourd'hui la destruction de la clé ne crée pour ainsi dire aucun remous, peut-être qu'en ville de Berne, dans un cimetière bien tranquille, Michel Bakounine se retournera dans sa tombe lorsque s'effondrera l'un des berceaux de l'anarchisme sous les coups de l'une des plus symboliques de ces autorités qu'il s'efforça de combattre. Herman. Infect. Vous allez laisser faire ça? On a essayé de s'y opposer. Attends, on a laissé faire ça. On a essayé de s'y opposer de plusieurs manières. On va pas entrer dans le détail, hein, mais je veux dire, on a essayé de racheter le truc. Parce que toute l'histoire, c'est qu'il fallait racheter le bâtiment. Hein. Or, le propriétaire possédait toutes les terres qu'il y avait aux alentours, et il s'intéressait absolument pas au bâtiment. Il voulait vendre les terres. Il en voulait à tel prix qu'avec tous les efforts qu'on pouvait bien faire, il n'y avait aucun moyen de l'acheter. Au contraire, même quand on a proposé d'acheter, il a dit, si vous voulez, je vous rase la maison pour le prix du terrain. Il n'avait pas tout à fait compris quelle était la démarche. Quoi. Merci. Peut-être, Herman, là, c'est important parce qu'on l'a évoqué un tout petit peu lundi, mais je crois que c'est important de le dire maintenant. Là, on est au clair. Hein, et le rôle de l'anarchisme dans votre vie, c'est très important. C'est important à travers votre grand-père, c'est important à travers des rencontres. Oui, des rencontres partout, surtout en France, parce que en Suisse, à l'époque où je suis parti, c'était la fin de la guerre, c'était encore la guerre, alors on ne pouvait pas en parler beaucoup. Hein. On se faisait coffrer pour rien du tout, puis moi je suis parti en France, et j'ai eu beaucoup de contacts avec toutes sortes de libertaires, d'anarchistes aussi, pas organisés, ce qui était encore beaucoup mieux. Ce qui est important, c'est là aussi, on va peut-être un peu rapidement franchir les étapes, hein, mais c'est un peu la loi du genre. Vous allez aller à Madagascar. Quand vous arriverez à Madagascar, vous avez toujours les mêmes idées au cœur. Oui, bien sûr. Toujours décidé. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer à Madagascar des gens qui souhaitent l'indépendance de la grande île. Oui. Mais il y avait, comment dire, deux partis opposés. Il y avait ceux qui ne voulaient absolument pas que Madagascar devienne indépendant. Et puis il y avait les autres qui étaient déjà en cabane, déportés, quand je suis arrivé. Alors à une époque, je me souviens plus exactement, 52 peut-être, il y a eu la loi de fer qui a amnistié tous ces gens-là. Bon, ce qui s'est passé, l'import-export, enfin les colons, tout ça, se sont ligués, etc., avec l'administration qui était exactement pour eux. Et puis, je prends un cas bien précis, c'était à Tamatave, où on a libéré des gens en leur donnant des cartes d'identité nouvelles. Et puis, on s'est aperçu à la longue que les 4 numéros à droite correspondaient à un code. Un code. Et tous ces gens-là, malgré ce qui avait été dit dans la sortie de prison, n'ont jamais pu trouver de travail à Tamatave. Comme moi, j'habite à l'extrême sud de la province, dans un no man's land entre une province de Fianarantsoa et puis de Tamatave. C'était un autre son de cloche qui disait, voilà, faites attention de ne pas faire revenir vos parents ici, parce que ça va recommencer, etc. etc. Oui. Alors vous allez les retrouver, Alors moi, je me suis occupé de ces gens-là, parce que où aller? Alors il y avait une loi à l'époque, une loi, c'était des décrets du sous-préfet de l'époque, qui était un Européen, quoi, enfin un Français, quoi, qui interdisait aux gens de cultiver de la canne à sucre. Parce qu'avec la canne à sucre, on faisait du rhum. Et puis avec le rhum, ben, on se saoulait. Puis, voilà. Interdiction. Alors moi, j'ai demandé un terrain donc, aux gens du coin, qui m'ont donné le terrain, je n'en avais pas besoin personnellement, non, pour cultiver de la canne à sucre. Et quelles étaient les règles que vous allez instaurer avec ces prisonniers libérés mais qui ne trouvent pas de travail? L'endroit est désert, vous êtes très très loin de toute ville. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, pour aller un petit peu vite, que là, dans ce coin de terre, vous avez fait une sorte de phalanx, c'est-à-dire vous avez pu un peu mettre en pratique les idées qui sont évoquées là? Ben, il n'y avait pas de loi. Hein. C'est volontariat, etc. Alors, ceux qui voulaient travailler ont
On leur donnait un terrain et toute la bande qui était là, il y avait à peu près 300 personnes, 300 personnes incapables de travailler. On a défriché, on a fait des canaux, etc. Puis chacun avait son terrain, la longue. C'est bien qu'au bout de 3 ans, on a pu faire la soudure. Parce qu'au début, quand je suis arrivé dans les années 53, début 53, les gens, ils pouvaient manger du riz à peu près pour 5 mois de l'année. Et tout le reste de l'année, c'était du manioc, des choses pas tellement nourrissantes, quoi. Il n'y avait pas de maïs là-bas. Et les gens allaient en forêt, chercher des racines, des tubercules, etc. Et on vivait de ça, jusqu'à la prochaine récolte. Alors, quelqu'un qui mangeait de ça régulièrement, ben, il ne pouvait plus travailler, on dormait, quoi. La plupart du temps, c'est à moitié toxique. Il y a beaucoup de choses toxiques là-dedans. Alors Puis à part ça, naturellement, vous discutiez d'idées quand même. Hein, vous n'aviez pas oublié l'anarchisme. Non. Ça va vous valoir quand même quelques ennuis. Oui, là. Oui, c'est arrivé. Donc l'expulsion de Madagascar le 24 décembre 1957. Parce que j'avais, soi-disant, raconté des fausses nouvelles. Ça s'est passé, je suis revenu, donc, parce que je circulais autour, sur à peu près 100 km, pour ramasser des gens, quoi. Et un jour, je rentre, et puis les gars qui étaient tout près de moi, qui habitaient à côté, ils se mettaient la bouche comme ça. C'est les flics qui leur avaient arraché les incisives, 2 en haut, 2 en bas, avec des pinces à multiples, vous voyez, pour leur faire avouer qu'ils avaient fabriqué de l'alcool. Voilà, bah, et moi, je ne savais pas quelle réaction prendre. Alors les vieux sont venus chez moi le soir. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on peut mettre le poison pour les flics? Pour les flics, quoi. Alors il y avait 2 Européens qui étaient là. Puis il y avait des flics malgaches aussi. Alors moi j'ai dit, pour les Européens, je m'en occupe. Hein. Parce que si on en dégringole un là, on n'en aura pas 2, mais on en aura 200. Ce sera encore pire que maintenant. Alors les autres, démerdez-vous avec. Bon. Alors il y avait un chef qui a été empoisonné, quoi. C'est le cas de le dire, parce qu'on n'avait pas de fusil, on n'avait rien. Et il est mort un mois après. Le poison agit lentement. Ouais. Alors pour les 2 Européens, moi j'ai écrit dans les journaux, il y avait encore la Gazette de Lausanne à l'époque. J'ai fait poster un article très très loin de chez moi. Enfin, on a soupçonné quand même que... Vous étiez dans le coup. Ouais. Alors, on peut expliquer qu'Herman va se retrouver en France, il va revenir ensuite à Madagascar, il va même y occuper un poste très important auprès du gouvernement, chargé de différentes choses, et puis il en est revenu. Alors, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur, hein, mais pas avec les flics, hein, je me suis pas avec les flics. Loin de moi tout ça. Alors c'était le ministre qui s'appelait Réchamp, qui est devenu ministre. Il était dans les mêmes conditions que moi, parce que lui il a créé la CGT, donc dans son bled, il était on appelle ça greffier au tribunal, donc très mal placé pour créer un syndicat de CGT. Puis moi je bricolais avec la CGT-FO, donc la tendance joue à l'époque, quoi. Lui, il est allé... Moi, on m'a mis à la porte, et puis lui, on l'a mis en résidence surveillée. Arrive le début de l'indépendance, en 1959, ses copains ont fait pression sur l'administration française, qui basculait à cette époque-là, et l'ont libéré. Et il a fait un parti, le Parti socialiste à l'époque, et puis il a été aux élections, il est devenu ministre de l'Intérieur. C'est comme ça qu'il m'a rappelé. Et pas... C'était pour la recherche. Oui, tout à fait. Bon, je crois que c'est voilà, déjà un premier éclairage sur le parcours d'Herman Petignas. Je vous rappelle quand même que Zigzag Café, c'est ça, c'est d'aller dans l'itinéraire, le parcours de vie, la biographie d'une personne et de s'apercevoir qu'au-delà d'Herman Petignas qui s'occupe de ses plantes et de la défense de l'environnement à Madagascar, il y a tout un parcours de vie qui est un peu partagé par les gens qui sont autour de cette table, en particulier André Beuziguer. André Beuziguer, vous avez publié au Canevas un livre qui s'intitule « Souvenir d'un rebelle ». Regardez le sourire. Mais ça se voit pas, ça se voit pas comme ça. C'est-à-dire que vous appartenez au même mouvement. Vous êtes jurassien d'abord? Oui, je suis né dans le Jura. Oui. À Perfit, tout près de Moutier. Et comment vous allez vous intéresser à ces idées? Comment est-ce que
Eh bien, ces idées me sont venues quand je suis parti de Moutier. J'étais presque gosse encore, en 1928, et que je suis venu à Genève. Et je suis venu à Genève avec une misère comme j'en ai pas vu nulle part. Il n'y avait que 180 000 habitants à Genève à l'époque, mais il y avait déjà 10 000 chômeurs. Et alors, quand je suis arrivé, moi je pensais qu'on trouverait du travail très facilement, et j'ai passé 4 ou 5 mois à courir d'un côté d'un autre pour tâcher de me trouver quelque chose. J'ai pu bricoler un peu jusqu'à ce qu'il est venu le printemps. Et au printemps, alors, j'ai réussi à trouver du travail dans une entreprise où je suis resté à peu près 4 ou 5 ans. Et c'est là que j'ai appris mon métier de maçon. Mais c'est à quel moment que vous avez décidé d'un engagement politique, décidé de continuer à adhérer au mouvement de l'anarchisme? Mon identité, comme je voulais absolument trouver des idées qui correspondaient un peu à ma façon de voir, et ils sont venus au moment où il y a eu un événement à Genève. Il y a eu 13 morts et 200 blessés, où moi j'ai participé. C'était le 9 novembre 1932. Et là, j'ai mon meilleur copain qui m'est resté dans les bras, le Melchior Alemann, qui était de Moutier. Et ce jour-là, j'avais été passer mon recrutement au mois d'août 1932 pour être incorporé dans l'infanterie. Et je suis jamais parti. Du jour au lendemain où j'ai vu au 9 novembre ce que les autorités suisses faisaient, eh bien, j'ai refusé mon service militaire. J'ai fait 2 ans de prison à Genève. Alors, André Beuziguer, les idées d'être adhéré au mouvement de l'anarchisme tout au cours de sa vie, ça signifie quoi? Comment est-ce que vous avez continué à être fidèle à vos idées dans les années qui vont suivre? Alors, je dois vous dire que d'abord, à Genève, j'ai été influencé par Lucien Tronchet, qui lui s'occupait des syndicats. J'étais tout de suite un des premiers syndiqués, même que j'avais 16 ans et demi, et que j'ai tout de suite milité dans les organisations syndicales. Au 9 novembre, j'ai eu la facilité de connaître un homme qui s'appelait Bertoni. Et ce Bertoni, je l'ai fréquenté jusqu'à son décès en 1947. À côté de ça, eh bien, j'ai lu des quantités de choses sur le mouvement anarchiste. Quand j'étais en prison, j'ai eu l'occasion de lire des quantités de livres que je n'aurais jamais réussi à lire si je n'avais pas été en prison. Et d'un côté, j'étais très content qu'on m'ait mis en prison parce que jamais j'aurais pu m'instruire et pour surtout développer mes idées comme j'ai pu le faire à cette époque-là. André Beuziguer, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste de tout cela? Il me reste, je peux dire, de l'amertume. Étant donné que je regarde la situation sur le plan mondial, on sort d'une guerre il y a une 50aine d'années, on n'a pas réussi, même en sortant de cette guerre, à trouver les moyens d'équilibrer la production et la consommation. Et aujourd'hui, ce sont encore les pauvres diables qui doivent faire de la mendicité pour tâcher de vivre et de vivre ou de vivoter dans n'importe quel pays du monde. Et alors, je regrette, nous avons toujours été pour que le monde utilise toutes les richesses qu'il y a pour donner à manger à tout le monde et équilibrer production et consommation. Merci André Beuziguer. Je rappelle que vos souvenirs sont consignés dans un livre très intéressant, Souvenirs d'un rebelle. Ben, le rebelle, la démonstration est là, et reste la même énergie à 85 ans. Mais Michel Nimitz, moi j'aimerais que vous disiez aux téléspectateurs, voilà, ça sont des souvenirs, hein. On est allé dans le Jura, on se rappelle du passage de Bakounine. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les jeunes, il y a encore de l'intérêt pour ces mouvements? Et quel est le rôle d'Espace Noir dans tout cela? Je rappelle que Espace Noir, c'est le centre culturel de Saint-Imier. Oui. Alors, déjà,
André, c'est pas seulement du passé, parce qu'il nous donne encore des coups de main souvent. Il est souvent là pour lutter. Quand il y a besoin de quelqu'un pour foncer, il est encore souvent là. D'autre part, alors pour ce qu'il en est d'Espace Noir, donc c'est un centre culturel où il y a un cinéma, un théâtre, une taverne, une galerie, une librairie, donc qui a été fondée d'ailleurs par mon ami Maurice Borne avec d'autres personnes Saint-Imier, bien sûr. Comme je ne suis pas le responsable d'Espace Noir, nous sommes plusieurs à être responsables puisque nous pratiquons l'autogestion. Donc là, Espace Noir est là, d'une part, pour faire de la culture, si possible une autre culture, présenter autre chose, aussi pour intervenir au niveau social, au niveau des mouvements sociaux, et puis également pour avoir une pratique autogestionnaire, donc un lieu d'expérience où, tant bien que mal, on essaye de vivre en autogestion, ce qui n'est pas facile dans un milieu qui n'est pas du tout autogère, et le milieu étant la société. Quelles sont les grandes luttes sur lesquelles vous vous êtes retrouvés avec des jeunes, je suppose, avec André Beuziguer, avec Maurice Borne, ces dernières années? Bon, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites. Alors, des fois, on a été ensemble, des fois, on a fait les choses séparément. Oui, oui. Hein? Personnellement, avec la Fédération Libertaire des Montagnes, on avait beaucoup lutté contre les prisons, par exemple, contre les conditions de détention à la prison de la Chaux-de-Fonds. Il y a eu des manifestations parce qu'on était les seuls à se soucier de ce genre de problème-là, avec d'autres mouvements, d'autres tendances de sensibilité de gauche ou autres. Eh bien, on a beaucoup lutté au niveau du front des chômeurs, par exemple. On a été parmi ceux qui ont fondé l'Association pour la défense des chômeurs de la Chaux-de-Fonds. Maurice Borne, aujourd'hui, l'anarchisme dont on parle et qui tient tant au cœur de notre invité, est-ce que c'est encore un mouvement qui a de l'avenir, qui progresse? Comment voyez-vous les choses? Écoutez, évidemment, il a de l'avenir. Il n'a pas commencé. J'attendais pas comme ça. Il y a des individus, là, mais qui mettent en pratique, oui, chacun dans leur coin, de manière plus ou moins importante, quelques-unes de ces idées. Mais, je veux dire, on va y venir, hein. On va y venir un jour à ce monde tolérant, à ce monde qui voudra une égalité réelle entre les gens. On va y venir. Ce qui est embêtant, c'est si on est obligé d'y venir par force, alors qu'on pourrait y venir avec la tête, comme ça, intelligemment, quoi. Maintenant, si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a comme trace de l'anarchie dans cette région dont on parle, dans ce Jura, etc., j'ai envie de parler d'un des personnages que j'aime le plus. Il est bien mort, hein, mais il s'appelait Alcide Dubois, et il vivait au tournant du siècle. Il avait fait partie de la Fédération jurassienne, donc dans sa grande époque, et il a continué à vivre dans le village. Et dans une lettre à Jacques Grosse, qui était un Genevois, compagnon, il disait « Je ne connais rien de plus triste que de vivre anarchiste à Saint-Imier ». Évidemment, et il avait des bonnes raisons pour ça, c'est que lui avait connu le moment du fonctionnement maximal de la Fédération jurassienne, et puis il vivait un après. Sans aller jusqu'à son affirmation, je dirais que quand même, aujourd'hui à Saint-Imier, rien. Et en tout cas, officiellement, rien. C'est-à-dire, tout ce qui pourrait être une caractéristique, qui pourrait être portée. Dans le petit film du départ, on disait que la municipalité ou que la région s'enorgueillissait d'avoir eu la Fédération jurassienne. C'est pas vrai. C'est complètement passé sous silence. On ne parle jamais de ça. Alors, pour mieux connaître la Fédération jurassienne, vous avez publié un ouvrage signé Marianne Henkel. Vous l'avez lu? Ça, je l'ai lu, oui. Dans votre île, vous continuez à lire? Oui. Il n'y a pas que Rabelais dans votre poche, hein, parce qu'hier, vous nous avez dit... Il faut les deux. Hein. Il faut les deux. Parce qu'il n'y avait pas eu Rabelais, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Et puis, vous avez une autre lecture. En tout cas, on va juste rappeler d'autres titres que vous n'avez pas encore, mais que vous pourriez emporter. Mais les 3 conférences faites aux ouvriers du Val de Saint-Imier de Michel Bakounine, vous avez lu ça aussi? Je l'ai aussi. Oui, hein? Très bien. Vous pouvez nous rappeler ce que représente ce texte? Écoutez, c'est un texte très important parce qu'il précède la véritable fondation, mais il se situe au moment de la Commune. Et donc, on voit là Bakounine qui vient en fait dans la région parce qu'il croit déjà aux forces de ces ouvriers réunis, et quelque part, il rêve de lever une armée pour aller aider les communards à Paris.
Il va se rendre compte que c'est pas tout à fait possible, mais dans ce séjour-là, il va faire 3 conférences aux ouvriers de Saint-Imier, dans lesquelles il va expliquer, je dirais, le monument théorique de quelque chose qui était déjà, je l'ai dit, une pratique. Alors, si on veut mieux comprendre, il y a un autre texte qui a été publié qui s'intitule « La Grande Révolution dans le Val de Saint-Imier ». Celui-là, vous ne l'avez pas lu encore. Alors, mais ça, c'est particulier parce que ce n'est pas directement lié à l'anarchie. C'est la chose suivante, c'est au moment de la Révolution française, et les troupes françaises sont entrées dans le Jura par le nord, et ont laissé, en fait, la partie sud du Jura, c'est-à-dire le vallon de Saint-Imier, sans l'envahir. Mais au même moment, le prince-évêque de Bâle, qui dirigeait toute la région, qui commandait toute la région, s'est enfui. Donc le Val de Saint-Imier s'est retrouvé, en fait, sous la férule de personne. Et alors, comme les idées révolutionnaires avaient germé, ils ont décidé de créer une république. Ils ont effectivement créé une république. C'est-à-dire qu'ils ont créé un parlement qui était à Courtelary, etc. Ils ont créé une république qui a fonctionné pendant, que je ne dise pas de bêtises, pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il existait une république d'Erguel. Sans que personne vraiment n'ose y mettre son nez, jusqu'au moment où les Français ont définitivement pris l'ensemble du Jura, c'est-à-dire conquis aussi le sud du Jura, et à ce moment-là, on est devenu français pour un peu plus d'une quinzaine d'années, jusqu'au traité de Vienne. Michel Limite, si on veut s'intéresser à la Fédération libertaire, si on veut y adhérer, comment est-ce qu'on fait? Bon, on fonctionne assez peu sur l'adhésion, ce qui fait que souvent on me dit mais combien vous êtes? Et puis je dis je sais pas trop, ça dépend, parce que des fois on est 3 ou 4 aux réunions, on a été vingtaine, et puis des fois à des manifs on est 200, mais on n'est pas tous membres de la Fédération libertaire des montagnes. Alors tout simplement, on peut s'adresser à notre case postale, on peut me téléphoner ou venir me voir à Espace Noir, ça c'est aussi possible. Je tiens à souligner qu'Espace Noir et la Fédération libertaire des montagnes sont 2 choses différentes. D'accord. L'un est plus généraliste, Espace Noir regroupe plus de tendances que la Fédération libertaire des montagnes, et qui a une optique plus définie par rapport à un anarchisme plus clairement défini sur la lutte, sur un narco-syndicalisme aussi. Maurice Borne, Victor Considérant. Vous avez publié Victor Considérant. Tout à fait, oui. Vous vous rappelez qui c'est? Oui. Non, je veux dire, vous nous rappelez qui c'est. Vous, je suis sûr. Alors, Victor Considérant, on peut le présenter de plusieurs manières. On peut dire que c'est le premier politicien socialiste moderne, si on veut, ou on peut dire c'est un personnage qui est dans la mouvance de Fourier, qui va... d'abord, c'est un franc-comtois, donc c'est un jurassien de l'autre côté de la frontière. Qui va toute sa vie essayer de faire avancer les idées de Fourier, qui sont des idées communautaires, comme on le sait, et qui va simultanément tenter de construire en Amérique du Sud un mouvement communaliste. Il va se planter, comme très souvent, malheureusement, ça se plante. Et puis ensuite, il va entrer dans la carrière politique pour continuer à défendre ces idées-là, tout en maintenant son credo et son discours anarchisant, si je peux dire, en tout cas libertaire. Voilà, c'est un personnage assez important parce que dans certains de ses textes, on trouve quasiment au mot à mot des textes qu'on retrouve plus tard chez Marx. Ce qui pose d'ailleurs certaines questions. Alors, Herman, je vois que vous écoutez avec attention. C'était un peu notre... puisque vous avez eu l'amitié de venir de Madagascar passer la semaine avec nous, que vous nous avez dit hier quand même qu'il pleut là-bas, que les fleurs et toute la flore se réveillent, et que ça vous fait un petit peu mal au cœur, vous préfériez être là-bas. On s'est dit quand même que vous auriez du plaisir à rencontrer les gens qui ont... Je pense que c'est quelque chose qui compte. Ouais, ça compte. Vous lisez ce genre de texte quand vous êtes dans votre île? Je lis ça jusqu'à minuit. Oui. Je ne dors pas avant. Le bouquin me tombe sur la figure et puis je dors. Mais c'est de fatigue. Hein. C'est pas le texte qui me fatigue, c'est que autre chose. Mais je lis régulièrement ces choses. Faut que tu nous laisses. J'ai d'autres. Tu nous laisses ton adresse, on va t'envoyer. Ah oui, mais toi aussi, il faut que tu me donnes tes machins. Parce que... Écoutez, c'est très simple. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Bon, je pense que, Herman, si vous deviez nous dire, dans ma vie personnelle, dans mes actions de tous les jours, voilà une ou deux idées qui sont vraiment venues de l'anarchisme, c'est quoi? C'est une tolérance, c'est le refus la tolérance d'abord. Ouais. Hein, tolérance. Toutes ces religions qui nous entourent, ça a créé une tolérance, ça devient affreux maintenant, avec ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe un peu partout.
Moi, je pense qu'une religion qui se permet de tuer les gens, il faut la supprimer. Le refus de l'autorité, ça fait aussi partie de votre... Ah oui. Parce que, c'est ce que vous disiez ce matin encore, très souvent, on est commandé, on est géré par des imbéciles. Hein. Très souvent, je ne dis pas tout le monde, mais enfin, la majorité des dirigeants qu'on a, c'est des types Afrique, hein, excusez-moi l'expression, ou bien des gens qui sont poussés, etc. Ça représente des capitaux énormes, et puis on est dirigé par ça. On ne peut pas accepter des choses pareilles. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à bafouer tout le monde pour augmenter le fric. Voilà. Alors, on vous retrouvera demain, Maurice. Moi je mélange tout aujourd'hui. Herman. Moi je crois que c'est l'anarchie là sur ce plateau. C'est l'anarchie et non pas l'anarchisme, hein, je distingue. Alors on vous retrouve Herman demain, parce que demain, c'est pas sans lien avec ce que vous venez de dire. On va parler de la vanille. La vanille c'est très agréable. Et puis la vanille c'est un sacré business aussi. Hein. D'accord, merci à tous d'avoir participé à ce programme. Je vous rappelle naturellement que si vous voulez d'autres informations à propos des ouvrages que l'on a cités à travers le sujet que l'on a traité aujourd'hui, vous nous téléphonez, 708 99 00, vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas à réagir. André Beziguer, merci tout particulièrement d'avoir été sur ce plateau et on vous relira avec grand plaisir. Merci à tous.